On va débuter la séance. Je vais procéder à l'appel. Acquin Élodie, Bagès Michel, Berthélémy Hélène, Boissé Jean-Pierre, Boucher Boris, Champel Nadine, Chassin Pierre, De Roquigny Jean-Michel, Desmarais Pierre, Fursten Véronique, Grenet Daniel, Grenet Michel a donné pouvoir à Monsieur Lassalas, Marc, Hubert Mathéo, Lafont Françoise, Larofi Didier, Lassalas Marc, Louride Ingrid, Lyon Véronique, Machanek Suzanne, Maigret Caroline, Monet Bernard, Moniac Gilormini, pas de nouvelles depuis plus d'un an, Niort Nathalie a donné pouvoir à Boris Boucher, Pires Bonne Christine a donné pouvoir à Bruno Ressouche, qu'il accepte, Renaud Jean-Louis, Ressouche Bono, Roussel Sandrine, Semana Michael, Storksen Monique, Tovar Géraldine, je crois qu'elle doit arriver, enfin on verra bien, elle n'est pas là. Vosgien Evelyne, Vermorel Pierrick. Bon, comme vous pouvez le constater, le quorum est largement atteint. Je désigne comme secrétaire de séance Monsieur Marc Lassalas, qu'il accepte. Ok. Y a-t-il des questions orales qui seront évoquées après l'examen, des questions non inscrites à l'ordre du jour? Pas de questions. Merci. Avant de démarrer la séance, je vous remercie tous déjà pour votre présence ce soir. Nous nous retrouvons dans un contexte politique national incertain qui, s'il peut parfois susciter des interrogations, nous rappelle aussi l'importance de notre action locale, concrète et continue, au service des Rieumois. Avant de commencer notre séance, je souhaite dire quelques mots. D'abord, comme évoqué lors de notre précédent conseil, Rémi Ballet s'est retiré de notre équipe municipale pour des raisons personnelles. Nous avions déjà eu l'occasion de le remercier pour son engagement et son implication à nos côtés, et je tiens à réitérer mes remerciements une nouvelle fois ce soir. Alors que nous accueillons officiellement Ingrid Lauré. Je remercie, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre assemblée, et si tu veux bien prendre la parole 2 minutes pour te présenter, je te laisse te présenter. Oui. Ok, comme ça. Bonsoir tout le monde. Ingrid Louré, je suis rieumoise depuis 7 ans. Je réside avenue de Châtel-Guillon et j'apprécie beaucoup ma ville, son dynamisme, et j'espère, pour le peu de temps qui reste, continuer à son rayonnement, son essor et la vie associative. Merci Ingrid, bienvenue, et puis je crois qu'on peut l'applaudir pour sa venue. Alors, te réjouis pas trop tôt, tu dis pour pas longtemps, on ne sait pas combien de temps, à l'heure actuelle. Je veux dire. D'autre part, l'ordre du jour est dense, et comme vous pouvez le constater, il couvre plusieurs domaines importants et nous permettra de délibérer sur des projets structurants pour les Rieumois. Je pense évidemment à la place José Moron, dont les travaux avancent bon train. Pour ceux qui y habitent, ils peuvent le constater tous les jours, dont vous trouverez une délibération sur la table. Nous ne sommes pas comme au gouvernement, là, nous sommes là pour prendre des décisions et nous allons les prendre. Donc, je vous demande d'être très attentifs. Merci d'avance pour la qualité des échanges et puis pour faire avancer les projets de notre belle commune. On va commencer la séance. Donc, première question qui est à l'ordre du jour, c'est que je me trompe pas. Donc, ajustement. Non, oui, c'est ça ou non? Mais c'est pas la première qu'on m'a donnée. Si? C'est Sandrine. Oui. Alors, vas-y, Sandrine. Il manque un dossier. Donc, pour des nécessités de service, il est nécessaire de créer ou supprimer des postes à la date figurant dans le tableau ci-dessous.
Donc vous avez le tableau avec un poste à temps plein complet d'adjoint technique. Pour l'essentiel, il s'agit de promotion et d'avancement de grade et d'un remplacement en retraite progressive. Si vous avez des questions, parce que voilà, c'est essentiellement des avancements de grade et des changements de quotité de temps de travail pour les assistants, un assistant d'enseignement artistique. Voilà. Donc le conseil municipal est invité à autoriser la création et la suppression des postes susvisés à compter de la date qui figure dans ce tableau. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Donc, voté à l'unanimité. Merci. Service de retraite de la CNRACL, du centre de gestion. Donc, le service de retraite CNRACL du centre de gestion du Puy-de-Dôme, il s'agit là d'un renouvellement de l'adhésion de notre commune. Le conseil municipal du 2 février 23 a autorisé monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention d'adhésion au service retraite du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour une nouvelle période de 3 ans, donc 2023-2025. Cette convention d'adhésion fixait un tarif annuel à 2 250 € par an. Elle arrive à échéance, donc il est proposé de renouveler la convention d'adhésion au service des retraites pour une période de 3 ans supplémentaires à compter du 1er janvier 2026. Le tarif a été modifié et augmenté puisqu'on a les tranches ont évolué. Et nous allons devoir régler 3 375 € pour ces 3 prochaines années. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au service des retraites proposée par le centre de gestion pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 3. L'information sur la rentrée scolaire, c'est pas une question. Oui, c'est juste une information. Sur la rentrée scolaire 2025-2026. Donc bonsoir à toutes et à tous. Le 1er septembre 2025, 1176 élèves ont fait leur entrée dans les 3 groupes scolaires et l'école primaire publique contre 1253 à la rentrée 2024. Les effectifs peuvent encore évoluer, ce qui nous fait 77 enfants de moins. Ensuite, vous avez un petit tableau qui reprend un peu l'évolution sur les 5 dernières années, école par école. À noter qu'il y a eu 2 fermetures de classes, une classe sur Maurice Genet et une classe sur Pierre Brossolette. Après, c'est vrai qu'on a des difficultés à remplir les écoles avec un taux de fécondité en 2025 qui est de 1,62 par femme, c'est très bas. Et j'avais noté qu'en 2010, on était à 2,03. Et à l'époque, on parlait d'un 5e groupe scolaire, pour vous dire, voilà, en quelques années. Les horaires scolaires, l'organisation et le contenu des services périscolaires et extrascolaires restent identiques aux années précédentes. Des moyens importants sont toujours apportés dans les écoles par la commune, le budget de fonctionnement des écoles, les interventions sur le temps scolaire en musique, arts plastiques, spectacles vivants et archives municipales de sport. Maintenance et entretien des bâtiments scolaires assurés en majorité par les services techniques de la ville. Quelques travaux ont été réalisés, à noter la réfection de la cour de René Cassin maternelle, la réfection des toilettes sur René Cassin élémentaire. Il y a eu aussi l'installation du dispositif de sécurité Vigipirate MyKeeper dans les écoles maternelles et élémentaires Cassin et Brossolette. La poursuite du renouvellement des outils numériques des écoles. Et puis cet été, en plus, on peut rajouter, il y a eu l'éclairage de René Cassin élémentaire qui a été repris et la cour de Pierre Brossolette élémentaire également. Les services municipaux dédiés aux écoles sont importants et comptent plus de 140 personnes, des ATSEM, des animateurs, des agents de cuisine, agents d'entretien et de restauration, des agents administratifs. Concernant le service animation, les animateurs accueillent et prennent en charge les enfants durant les différents temps d'accueil de loisirs. Tous les temps proposés aux familles sont déclarés en accueil collectif de mineurs auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du Puy-de-Dôme. S'inscrivent dans le cadre du PEDT, le projet éducatif de territoire que nous avons voté, de la collectivité et bénéficient pour cela du soutien de la caisse d'allocation familiale. Concernant la restauration scolaire, l'équipe de cuisine et le fonctionnement restent identiques.
La restauration scolaire d'Orion respecte les engagements de la loi Egalim en approvisionnement en produits bio de qualité. Quelques chiffres. Pour 2024, 64% des achats proviennent de produits durables et de qualité, avec un objectif déclaré de 50%, donc on est très bien, dont 32% issus de l'agriculture biologique, ce qui était des très bons chiffres. Chaque jour, en moyenne, 1345 repas sont confectionnés et desservent les communes d'Orion, Ménétrol, Marsat et la communauté de communes Combrailles-sous-les-Morges. C'est un chiffre qu'on peut noter, c'est que la fréquentation moyenne, par exemple en élémentaire, elle est de 78,65% des enfants qui vont à la cantine et 71,86% en maternelle. Pareil, là, c'est très haute fréquentation. Les accueils de loisirs fonctionnent les mercredis après-midi sur le site de l'école René Cassin et durant les vacances scolaires sur le site de Loubera. La commune a élargi son accueil de loisirs pour les enfants âgés de 11 à 13 ans sur Loubera pendant les vacances scolaires. On a organisé aussi 5 séjours cette année, sur 2024-2025. Puis après, l'espace citoyen. Donc, concernant l'espace citoyen, cette année, là, on a eu 78,4% des familles qui ont fait leur démarche en ligne en 2025. Si je voulais rajouter également aussi, il y a eu 2 petites nouveautés. C'est qu'on a eu le changement de direction sur l'école René Cassin élémentaire. Donc, c'est l'arrivée d'une nouvelle directrice. Et sur René Cassin maternelle également, où là, on a eu un nouveau directeur. Voilà ce que je pouvais en dire de la rentrée. Sinon, c'est tout bon. Oui, mais merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Vermorel. En effet, ce point d'information tous les ans sur la rentrée scolaire est quelque chose d'important et de précieux pour notre connaissance. Moi, j'ai quelques observations et quelques questionnements. Dans votre début d'intervention, vous avez précisé des chiffres sur la natalité. Alors, je crois que c'est des chiffres nationaux, c'est pas forcément des chiffres riomois, mais vous avez bien fait de dire qu'on a eu une baisse de la natalité, donc une baisse de la démographie qui n'est pas spécifique à Riom, mais qui est sur l'ensemble du territoire national. Cette baisse globale de la démographie, elle aurait dû être l'occasion d'abaisser le nombre d'élèves par classe pour améliorer la prise en charge des élèves à besoins spécifiques et résorber les inégalités scolaires. Et ce qu'on remarque par le tableau qui nous est distribué, c'est que de rentrée 2024 à rentrée 2025, il y a une baisse d'effectifs, mais nous perdons 2 classes. Et je crains que le chemin qui soit pris soit... Et ça, c'est la démographie, une baisse du nombre d'élèves dans nos écoles, mais qui s'accompagne par de nouvelles fermetures de classes. Et je pense que notre collectivité aurait tout intérêt à s'y opposer. Monsieur le maire, dans votre introduction à ce conseil, vous avez dit avec un sourire, on n'est pas contre le gouvernement, on s'occupe de la ville d'Orion. J'ajouterais, ben oui, vous n'êtes pas contre, parce que vos familles politiques le soutiennent, ce gouvernement. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est sur le budget d'austérité, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation, on va sur un recul des services publics. Et je le dis avec d'autant plus de gravité que sur 2 groupes scolaires sur les 4, je fais par groupe scolaire, 2 sur 4 ont des indices de positionnement sociaux qui sont inférieurs à la moyenne nationale, donc de nombreux besoins. Sur le département, ce sont aussi un manque d'AESH qui est établi. Les AESH, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap, donc la prise en charge d'élèves porteurs de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, qui ne sont pas accompagnés suffisamment. Bien évidemment, ce n'est pas de la responsabilité de la commune, mais en tout cas, nous le subissons. Donc, une forme d'inquiétude pour l'avenir et la situation actuelle. Maintenant, j'ai 2 questions, plus liées au bâtimentaire, en ce qui concerne l'école Jean Rostand. Il était prévu, ça avait été annoncé pendant les journées de pré-rentrée, donc tout à fait fin août, une installation des batteries pour le système de chauffage de l'école Jean Rostand avant les vacances de Toussaint. Et donc... c'est fait. C'est fait ? Oui, c'est fait. D'accord. J'ai été engagé. On et donc les vacances à Toussaint. Parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une intervention pendant 10 jours consécutifs avec du grutage et des blocages de circulation. C'est pas ce qu'on a négocié.
D'accord, donc vous avez réussi à faire en sorte que ça puisse être fait sans les 2 jours. Eh bien, tant mieux, Ça a parce été que fait les soirs, ça a été un chantier compliqué. D'accord, mais ça a pu être fait les nuits. l'entreprise ben, l'a fait le soir. les impeccable, week-ends. tant mieux. Espérons que le système de chauffage soit plus fiable que ce que nous avions pu déplorer ensemble les années précédentes. Et puis, vous avez évoqué la question des accueils de loisirs. Je voulais savoir où on en était sur la saturation de nos accueils de loisirs les mercredis après-midi, avec un certain nombre de familles qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants par manque de place. Et donc, voir un peu, ça c'est des chiffres que nous n'avons pas, combien nous avons été obligés de refuser de familles J'ai sur pas les ces chiffres accueils de tête en loisirs. tête. On vous les communiquera. Après, Merci. voilà, il y a des agréments et on est au maximum des agréments qu'on peut avoir par rapport au nombre de places qu'on a sur la ville d'Orient, quoi. Après, il y a des projets qui vont être sur l'Aubera. On est en train d'étudier aussi, comme ça avait été annoncé. On travaille dessus, donc on verra au niveau du nombre d'enfants qui pourront être accueillis, en fonction des agréments, bien évidemment. Si je peux me permettre, monsieur Boucher, je voudrais vous dire, il y a quand même des jeunes dans ce conseil municipal, on compte sur vous pour que la démographie progresse. Merci de vos encouragements, monsieur le maire. Ils sont précieux. Mais c'était une C'était juste une information. Oui, pardon. Après, convention de partenariat avec la Ligue d'enseignement sur l'opération Lire et faire lire. Donc, comme chaque année, c'est une convention qui est encore renouvelée. Donc, la ligne de l'enseignement propose le programme éducatif Lire et faire lire. Des séances de lecture sont organisées une ou plusieurs fois par semaine. Les écoles d'Orient ainsi que les services périscolaires sont intéressés pour intégrer ce programme. Il est proposé de renouveler la convention. Cette convention nécessite une adhésion annuelle dont le montant pour une commune de plus de 10 000 habitants est de 150 €. Cette adhésion vaut pour toutes les écoles publiques de la commune, tant scolaires et périscolaires. Le conseil municipal est invité à approuver la signature de la convention jointe en annexe, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention et d'autoriser le maire à établir chaque année les modalités d'organisation et d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. La question numéro 5. L'ouverture des commerces le dimanche. Je vous fais un commentaire ou je vous laisse faire, M. Boucher, sur le commentaire du dimanche? Je le présente alors, d'abord. Okay. Donc, la loi numéro 2015-990, dite loi Macron, jusqu'à quand, a étendu le nombre de dérogations au repos dominical accordées par le maire jusqu'à 12 par an, contre 5 auparavant. À partir de 6 dimanches ouverts pour les communes, pour les commerces de détail, hors automobile, la proposition doit faire l'objet d'une concertation avec les associations de commerçants et d'un avis conforme du conseil communautaire. C'est ce qu'on a fait. Donc la liste des dimanches d'ouverture envisagés pour 2026 est la suivante. Premier dimanche des soldes d'hiver, le 11 janvier. Le dimanche de la fête de la ville, date non fixée encore. Le premier dimanche des soldes d'été. Le dimanche de Ruonville Artisan pour 2026. On parle pour 2026 là. La date n'est pas encore communiquée. Le 6 décembre 2026, le 13 décembre 2026 et le 20 décembre 2026. Donc, pour le secteur automobile, la proposition est maintenant du CNPA du Centre national. Le 18 janvier, le 15 mars, le 14 juin, le 13 septembre et le 11 octobre 2026. Y a-t-il des questions? Je m'en doutais. Allez-y, allez-y, oui. Merci. C'est un peu notre marronnier. Donc, je ne vais pas vous refaire ce que j'ai dit précédemment, mais je voudrais préciser quelque chose parce que je pense que soit il y a des bêtises qui sont dites, je ne pense pas que ce soit des bêtises, ce sont des méconnaissances de ce qu'est la loi. Notamment en commission, quand nous avons passé cette délibération, une des élus de votre majorité a déclaré « Il ne faut pas pénaliser les commerçants qui veulent travailler ». Et quand j'intervenais sur la question des salariés, parce que vous connaissez mon opposition à la loi Macron, et je pense que 5 dimanches dans l'année suffisent, et donc aller au-delà, je ne suis pas pour, un certain nombre de vos élus ont dit, mais dans la plupart des commerces, si ce n'est pas tous, ce sont les propriétaires des commerces, et il n'y a pas de salariés. Donc je voudrais vous rappeler la loi qu'on trouve sur le site du ministère de l'économie,
Ouverture le dimanche pour les commerces sans salariés. Un commerce, quelle que soit la nature de son activité et sa localisation, peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable si aucun salarié n'est requis pour cette ouverture. En d'autres termes, en tant que propriétaire du commerce, si vous l'ouvrez seul un dimanche, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Ça veut dire que les commerçants qui veulent ouvrir les dimanches, et s'ils ont envie d'ouvrir tous les dimanches de l'année, ils peuvent le faire sans que nous passions cette délibération. Cette délibération, qui est reprise aussi à RLV et qui est reprise dans un certain nombre d'endroits, elle est poussée nationalement. Il y a un vrai lobbying par un certain nombre de grandes enseignes qui voudraient contraindre, je n'ai pas peur d'utiliser les mots, de contraindre leurs salariés à travailler le dimanche. Donc voilà, moi je précise les choses et je note, je l'avais demandé en commission, c'était pas dans le compte rendu, les services ont dit qu'ils allaient consulter l'association des commerçants pour avoir des chiffres, parce que notamment le premier dimanche de décembre, moi je me promène dans les rues, je fais pas mes courses, mais je me promène dans les rues le premier dimanche de décembre, il y a les illuminations, c'est chouette. Par contre, je vois peu de commerces ouverts le premier dimanche de décembre, donc j'aurais bien voulu avoir un relevé des commerces ouverts. Et j'ajoute en complément que l'ouverture le dimanche pour les commerces de détail non alimentaires nécessaires au public, il y a des règles. Et donc, pour les besoins du public sans restriction d'horaire, il y a des établissements qui peuvent ouvrir là aussi les débits de tabac, les kiosques à journaux, les pharmacies, les magasins de bricolage au détail, jardinerie et fleuristes, magasins d'ameublement au détail, distribution de carburant et lubrifiant pour automobiles, casinos et établissements de jeux, on n'en a pas, entreprises de pompes funèbres, centres culturels, sportifs et récréatifs. Donc vous voyez, pas de caricature de nos propos, la loi encadre déjà tout cela. Malheureusement, on voit, comme vous le dites, et aujourd'hui même sur des magasins d'Orient, qui nous demanderaient une ouverture le dimanche continue, permanente. Et je crois que c'est le cas déjà de Lidl, si je ne veux pas citer des noms, qui vont, je pense, malheureusement, avoir l'autorisation d'ouvrir le dimanche matin. Après, les commerçants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme vous l'avez rappelé, mais on est bien content d'en trouver quelques-uns d'ouverts, surtout dans la restauration, le dimanche, parce que comme on est une ville touristique. Donc cette délibération n'aurait pas lieu d'être, pratiquement, mais bon, moi, je respecte les textes de loi, et pour l'instant, j'espère que les parlementaires vont faire changer ces textes de loi et qu'on n'aura pas à passer notre temps à discuter sur cette ouverture du dimanche. Qui est contre, qui s'abstient, voter à l'une... pardon, 1, 2, 3... 4, ok, 4 abstentions, ou contre, carrément, abstention, 4 abstentions, voté à l'unanimité, merci. Convention de type d'occupation temporaire des installations sportives, Daniel, je sais que tu es très fatigué, donc tu seras... Non, ça va. Donc chaque année, les installations sportives de Riom font l'objet de demandes de réservation pour des manifestations sportives, voire à titre exceptionnel non sportive. Afin de bien cadrer juridiquement la mise à disposition des équipements sportifs de la commune, il convient de mettre en place une convention type occupation temporaire. Vous avez cette convention en annexe. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à signer les conventions d'occupation temporaire des installations sportives. Boris, allez-y. Oui, j'ai une intervention, alors pas spécifiquement sur la convention, mais sur la sollicitation de salles par des associations non sportives. On met en place cette convention pour permettre à ce que des associations, des entreprises, des collectivités territoriales, des structures étatiques puissent avoir accès et occuper temporairement ces installations. Moi, j'ai un souci, c'est que j'ai connaissance d'une association qui est non sportive, qui cherche un lieu pour organiser un carnaval pour les enfants d'une école, une école publique de notre ville, qui veut organiser une soirée carnaval, qui rassemble les parents et les enfants de la maternelle à l'élémentaire. Et à ce jour, cette demande leur est refusée. Cette association a deux choix.
soit elle annule son projet de carnaval un vendredi soir avec les enfants de l'école. C'est une manifestation qui ne leur rapporte pas d'argent, hein. Ils en perdent plus qu'ils en font, mais c'est la seule manifestation qu'ils peuvent organiser qui rassemble tous les parents de l'école. Et donc, ça leur est refusé. Ce qu'ils envisagent, c'est d'aller à l'Arlequin, à Moza, faire leur carnaval. Cela leur coûtera 500 €. Monsieur Vermorel, l'année dernière, il y a eu une subvention aux associations de parents d'élèves de 1 000 €. Mesurez quand même que ça veut dire que la moitié de notre subvention de la ville d'Orion va servir à payer une location de salle à Moza. Moi, je vous invite, on avait réussi à trouver une solution l'an dernier pour que ce carnaval se fasse. Moi, j'appelle à ce que le dossier soit réexaminé. Ils sont plutôt souples sur les dates pour fixer ce carnaval. En tout cas, qu'on trouve un jour, un vendredi soir, à un moment. Et même si ce n'est pas à la période exacte du carnaval en tant que tel, ils ne sont pas fermés tant qu'ils peuvent organiser cette manifestation au bénéfice des enfants de cette école. Boris, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements? Parce que ce que tu dis là, moi, ça m'étonne énormément, puisque toutes les semaines, on regarde si c'est une association riomoise. Ça m'étonnerait qu'on ait refusé. Ah ben alors, On travaille toute l'année sur ça. Évidemment, il y a des choses qui sont, des fois, qui se prêtent pas, par exemple, à la salle du Moulin. Mais si c'est une association riomoise, je peux te garantir qu'on ne les refuse jamais. Alors, je vais préciser, Monsieur Boisset, il s'agit de l'APE Jean Rostand. Cela leur avait été refusé l'an dernier. L'an dernier, j'étais... Attendez, cela leur avait été refusé l'an dernier. J'étais intervenu en conférence des présidents et auprès de votre directeur de cabinet, monsieur le maire. Une solution a été trouvée. Et de mémoire, ce carnaval s'était tenu le dernier vendredi du mois de janvier 2025. Là, ils ont eu une réponse qui est négative. Parce qu'il y a 2 dates, vous demandiez... Non, moi, je demande rien. Je te réponds. Les associations comme ça, souvent, elles faisaient partie des écoles et ils avaient déjà des dates dans les écoles. Donc, pour ne pas faire des doubles, parce qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu, on est obligé de regarder de plus près. Donc, dans les écoles, on a supprimé, effectivement, une demande sur eux, puisqu'elles faisaient pour nous doublons. Voilà. Mais c'est pas les écoles, c'est les associations de parents d'élèves. Et je vous dis, ils ont bien dû mettre des dates parce qu'ils ne peuvent pas faire une demande sans date. Donc, ils ont mis 2 dates. Peut-être que ce n'était pas disponible à ces 2 dates. Moi, je vous invite à reprendre contact avec eux pour trouver une date qui convienne. On va regarder le dossier, on va s'en occuper. Pour les années après, ce sera pas il y a le projet. Mais vu qu'il y a le projet de réhabilitation du restaurant interentreprise qui permettra de débloquer un certain nombre de salles et qui nous permettra de répondre. Et pour ce dossier précis, on va regarder. Et si c'est pas possible, on trouvera peut-être même, d'ailleurs, au restaurant interentreprise, à l'époque, les travaux n'auront peut-être pas commencé encore. Hein? Dans ce cas-là, il faut peut-être leur répondre. Eux, ils ont dû faire leur demande à la salle du Moulin. Mais à partir du moment où on leur dit qu'il y a une autre salle, voilà, ils y sont favorables. On regarde. Il est clair que les gymnases sont avant tout utilisés par les associations sportives. Les compétitions, les entraînements, les gymnases ne sont pas des salles des fêtes ou des salles de restaurant. C'est souvent le discours que je tiens. Il peut toujours y avoir une exception. Le problème, c'est que quand on met la main dans l'exception, ça vient vite une habitude. Moi, j'ai rien contre, si vous voulez, ces demandes, mais je crois que ce que vous proposez, c'est avant tout pour une salle des fêtes, c'est pour des grandes manifestations, c'est pour du convivial, c'est pour... Voilà. Mais la position, c'est de laisser, si vous voulez, les équipements sportifs aux sportifs avec les contraintes que ça génère. OK. Bon. Oui. Une petite question. Je voudrais savoir les modalités financières parce qu'elles ne sont pas précisées. Est-ce que c'est par rapport aux tarifs qui sont faits, qu'on vote chaque année? Et comme sur les gymnases, c'est au taux horaire, ça me gêne un petit peu. Que c'est sur les gymnases, c'est quoi? Sur les gymnases, il y a des taux horaires uniquement concernant le département et la région, c'est-à-dire pour les collèges et pour les lycées, où là, il y a des tarifs qui ont été votés et qui ont été, mis au goût du jour. Donc, les collèges et les lycées,
paye régulièrement, effectivement, l'utilisation des locaux publics, mais ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Oui. Non, mais ma question, en fin de compte, est-ce que quand c'est une entreprise, est-ce que vous avez établi des tarifs pour ces locations? Et aujourd'hui, on ne loue pas des entreprises. Non, pour mais l'instant. on fait une convention. Oui. On fait une convention où on met que des entreprises peuvent les prendre, des associations sportives, des collectivités territoriales, des structures étatiques. C'est marqué comme ça dans la suite. Voilà. Conditions financières de la mise à disposition. La mise à disposition des équipements listés dans l'article 1 de la présente convention est consentie à titre et on a des croix. Donc, ma question est là. On sera moins cher que Mosa. C'est tout. Au niveau Je des reprends. manifestations sportives, que ce soit des finales départementales, régionales ou nationales, ou des manifestations nationales, on ne perçoit pas de revenus sur tout ce qui est compétition sportive. Pour le reste, je n'ai pas en tête effectivement cette chose-là. Si vous faites allusion à SBA qui avait fait effectivement quelque chose d'exceptionnel dans le cadre du gymnase de l'amitié, j'ai pas en tête effectivement comment la négociation a été menée, mais c'était tout à fait exceptionnel. Et puis SBA, c'est aussi un peu particulier au niveau de Riom et du territoire. Non, mais il faut apporter un éclaircissement sur la convention, puisque c'est vrai que c'est marqué d'un côté que c'est payant, de l'autre côté, il n'y a pas les tarifs. Oui, Donc, on va regarder tout ça. c'est sûr qu'il y a un complément à faire au niveau quel coût financier qu'on facture à ces gens-là pour que cette délibération soit applicable. bouclée et applicable. Pour l'instant, elle n'est pas applicable tant qu'on n'a pas de tarif. Donc, je pense sur les prochains conseils municipaux, il faudra voter le tarif de cette délibération. Non, mais on va le noter. Oui, vous avez raison. Okay. On a voté ou pas là? Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité et on vous promet qu'on vous mettra un tarif dessus. Question numéro 7, Daniel, les fonds d'initiative Ça sportive concerne pour les le fonds golf d'Orient, d'initiative le golf. sportifs. Je ne reviendrai pas sur la définition de ce fonds d'initiative, mais à chaque fois qu'on a l'occasion, effectivement, d'encourager une association sportive, de mettre en avant des résultats, c'est le but même du fonds d'initiative sportif. Cette fois, il vous est proposé de verser une subvention exceptionnelle pour un montant de 400 € pour le golf de Riom, pour la participation de l'équipe U16 garçons au championnat de France à Marseille du 9 au 11 juillet, et la participation de 3 golfeuses du club aux compétitions Pro Armes à Mionnet et Chamonix, qui se sont, elles, déroulées en juin et juillet. Le conseil municipal est invité à approuver le versement de cette subvention de 400 € au golf de Riom. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Alors la même question numéro 8, et cette fois c'est pour accorder une subvention de 300 € à l'association sportive du lycée Vire-le-Jeu pour sa participation au championnat de France de volley-ball à Romans et au championnat de France de danse à Annecy. Voilà, ces deux participations sont des participations au championnat de France. Donc le conseil municipal est invité à approuver ce versement d'une subvention de 300 € à l'association sportive du lycée Vire-le-Jeu. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 9, budget principal 2025, décision modificative, Madame Vogel. C'est la deuxième décision modificative de l'année. Donc, ça concerne la section d'investissement pour un ajustement à 296 600,58 €. Donc, nous avons dans les recettes un ajustement à la hausse de la prévision du produit des amendes de police forfaitaire à hauteur de 35 814 € suite à une notification de la préfecture. Un ajustement de la hausse de la prévision de recettes au compte dépôt et cautionnement reçu pour un montant de 180 €, ce qu'on retrouvera dans les dépenses. Et une augmentation des crédits budgétaires alloués aux opérations d'ordre patrimonial pour un montant de 260 607,58 € qu'on retrouvera aussi dans les dépenses.
Donc c'est une écriture comptable, hein, il n'y a pas d'impact budgétaire. Sur les dépenses, il y a une diminution des crédits de paiement pour l'autorisation du programme Opéra pour un montant de 263 350 €. Donc ça fait l'objet de la délibération après, numéro 18. On a une diminution de 10 736 € de l'enveloppe des études. On a une inscription des crédits nécessaires au paiement de l'avance remboursable à l'association des centres sociaux pour un montant de 304 000 €. On l'a déjà évoqué, et une inscription des crédits nécessaires au remboursement d'une taxe d'aménagement suite à l'annulation d'un projet pour un montant de 5 900 €. Donc après, on retrouve les 260 000 € qui sont dépensés en recettes pour l'équilibre, ainsi que les 180 €. Et enfin, on a un ajustement des lignes de crédit suite à un changement d'imputation budgétaire au sein de l'autorisation de programme José Moron au sein du même chapitre. C'est aussi une écriture comptable de changement d'imputation. Donc, vous avez le détail de toutes ces opérations, en plus et en moins. Des remarques? Des questions? Tout le monde a pu constater que les travaux avaient attaqué sur la démolition des centres sociaux Joseph Guédier. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise maintenant qui assume la sécurité de ce bâtiment. Donc c'est un point en moins pour l'association, pour les centres sociaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. La question numéro 10. 10, c'est l'autorisation de programme des crédits de paiement, la PCP, compte tenu du déroulement des travaux avec le retard sur l'attribution des travaux. On a étalé la dette sur 2025 pour 91 650 €, 4 578 350 pour 2026 et 180 000 € pour 2027. Oui, retard des travaux, puisqu'ils n'ont plus démarré, puisque l'appel d'offres est resté infructueux. Oui. Donc, on a amélioré le plan de trésorerie. Question numéro 11, budget principal, compte rendu de délégation au maire. Oui, pardon. Sur la 10, il y aura juste peut-être une petite modification à apporter, parce que vous mettez que ça concerne deux autorisations alors qu'il n'y en a qu'une. Hein? De quoi? Oui, dans le délai. Oui. Ça sera modifié. Merci. Oui. OK. Oui. Ah oui, très juste. Oui. Très bien. Suivez bien. Question numéro 11. Donc, c'est un compte-rendu des délégations du maire qui lui avait été donné. Hein. Vous savez que c'est dans la limite de 7,5 du budget voté. Donc, des mouvements ont été rendus nécessaires pour ces projets. Donc, il y a eu des changements dans le déroulement des projets, passage d'études à travaux pour la défense incendie, par exemple, des annulations de titres ou des achats de matériel pour le Rexi, ou alors le remboursement de la taxe locale d'équipement pour 958 €. Donc, aussi, vous avez le détail avec, par exemple, une annulation des études SDI, ensuite pour des travaux et des avances de travaux pour le même montant, et après des annulations de frais d'études aussi, et qui se retrouvent après dans les travaux SDI, les titres annulés, le Rexi, le remboursement de la TLE qui termine ce compte-rendu de délégation. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. À l'unanimité, merci. Admission en non-valeur. Comme chaque année, ce sont les créances irrécouvrables, admission en non-valeur ou des créances éteintes. Alors, les premières, la décision n'éteint pas la dette, et la deuxième, on ne peut pas revenir dessus. Donc, vous avez ce qu'on a rajouté cette année, c'est le motif de présentation de ces créances. Vous avez toute la liste pour un montant global de 65 485,28 € qui comporte 746 titres. Mais cette somme, elle représente les titres qui ont été non recouvrés sur les 13 dernières années, de 2011 à 2024. Ce pas des sommes très importantes, mais cumulées, ça finit par faire un montant, quoi, hein. Donc, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13. La 13. C'est l'adhésion à la centrale d'achat de la région Auvergne. Donc, la région Auvergne
a mis en place une centrale d'achat en 2017, donc dans l'intérêt de faciliter les achats des adhérents en proposant des marchés clés en main et optimiser les dépenses. L'objectif premier pour la commune est d'utiliser cette centrale d'achat au cas où on en aurait besoin pour les denrées alimentaires, pour la cuisine centrale. Donc, bien sûr, on répondra à la loi Egalim et la loi Climat et Résilience. Donc, il y a une adhésion de 1 500 € et il y aura une cotisation annuelle qui s'élèvera à 300 €. Donc, elle rentrera dans les marchés quand on fera les appels d'offres. Monsieur Boucher, j'espère que vous êtes à la commission des centralisations des achats et que vous obtenez les meilleurs prix. Hein. Moi, après, il pourra vous expliquer. Moi, j'aurais juste une question. Est-ce que cette plateforme ne fait pas double emploi avec AgriLocal 63 ? Non, mais c'est... De toute façon, on prendra voilà, ça fera pas. C'est une offre de plus, hein, c'est tout. C'est hein. une offre de plus. C'est une offre de plus parmi toutes les centrales d'achat éventuelles. Et ça ne remet pas les accords cadres qu'on a déjà avec d'autres fournisseurs. Mais je Est-ce qu'on pense leur pas. active déjà non, Non. je sais pas, non, hein, non. Pas. Après, Ok. on va au moins 10 ans, certainement. Hein. Non, mais je veux dire, les accords cadres, ils sont déjà faits. Oui. Donc, Oui, mais c'est voilà. l'adhésion. C'est une adhésion, là. Oui, Donc, oui. ça sera Non, pour les mais- prochains et marchés. Par contre, et autre question, est-ce que les fournisseurs qu'on a, c'est vraiment des fournisseurs locaux ou est-ce que c'est à la limite de la frontière italienne? Alors, après, il y aura dans les critères d'attribution. Ça doit être dans les critères, je pense, du local. Non, mais je pense qu'on peut faire confiance au Conseil régional. Il faut qu'on réponde aux critères pour de la défendre- loi Egalim déjà, et puis le climat. Voilà. C'est le vraiment dans Conseil les régional. critères. Vous avez une explication à nous donner? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème à envisager une complémentarité, y compris la question a été posée en commission. Les services nous ont répondu que, par exemple, au niveau de la culture, quand il pouvait y avoir un certain nombre de besoins de fourniture en denrées alimentaires, on ne pouvait pas passer des gros marchés, sur des petites quantités. Donc là, se saisir de cette plateforme, cette centrale d'achat pouvait être intéressant. Moi, je pense que pour autant, l'alerte de Madame Lyon est intéressante en disant il faut qu'on privilégie le plus local possible, et donc avec AgriLocal, et puis pour un certain nombre de choses à la marge, mais il n'y a pas que de l'alimentaire aussi dans la centrale d'achat régionale, qu'on puisse la mobiliser. Le coût n'est pas très important pour notre collectivité d'adhésion à la centrale. Donc moi, je trouve que ce n'est pas un problème d'utiliser ce complément en se disant bien, avec le garde-fou, ça ne remplace pas les marchés qu'on a qui sont plus locales. Et en effet, on a sans doute la production de pommes pour notre cuisine centrale plus locale. Ce n'est pas la peine d'aller chercher celles de la Drôme, même si elles seront très bonnes également. D'accord, oui. Surtout qu'on ne peut pas mettre comme critère vraiment que c'est le commerçant du coin qui peut nous servir, vous le savez bien. Par contre, l'intervention à la rapidité peut être mise dans les critères. Sauf juste pour revenir sur votre histoire de pomme, même si c'est une pomme locale, la loi Egalim ne nous oblige pas à prendre la pomme locale, mais nous obligera en priorité d'aller chercher une pomme HVE, enfin voilà, qui a un label. Elle ne sera pas forcément locale. La loi, à l'heure actuelle, ne vous oblige pas à faire ça, au contraire. Même elle pénalise presque. Oui, c'est une pénalité. Même. Après, si on peut faire les deux, c'est super. Voilà, du local qui rentre dans la loi Egalim, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le local qui est privilégié au niveau national, quoi. Bon, tout le monde est d'accord pour voter, qui est contre pour voter cette adhésion au marché de la région, qui est contre, qui s'abstient, voter à l'unanimité. Merci. Question numéro 14. Réhabilitation de la place José Moron, compte rendu de la délégation. Oui, là aussi, c'est aussi un compte rendu de délégation au maire. Donc, on avait la réhabilitation de la place José Moron, dont le montant global estimatif était fixé à 2 millions d'euros, a été soumis à la MAPA au mois d'avril 2025 et a attribué les lots 1 à 6 et 8 et 9. Et le lot 7 avait été déclaré infructueux. Il a été relancé. La commission MAPA a attribué le lot numéro 7 au 7 juillet 2025. Donc, vous avez un total de 1 968 423,67 €. C'est-à-dire qu'on remplit les estimations de départ à 31 500 € près. Voilà. En moins. Question, Boris, allez-y.
Oui, bon, on va voter cette délibération, en tout cas pour notre part, parce que voilà, les travaux ont l'air de bien se dérouler avec tout ce qu'on a pu voir sur le travail de nos services. Je pense que ça va être vraiment un bond qualitatif. Un petit regret quand même, mais c'est bien le moment de le dire, sur le lot 8, l'aménagement de l'aire de jeu. Si vous vous souvenez bien, au moment du vote du budget, nous avions plaidé, notre groupe, pour la création d'une aire de jeu inclusive qui permette à ce que les enfants porteurs de handicap ainsi que leurs accompagnants potentiellement porteurs de handicap puissent accéder à ces aires de jeu et donc que ce soit pris en compte. À ma connaissance, ce n'est pas le cas et donc on le déplore. On loupe peut-être une opportunité. Allez-y. Dites-le. Si, moi, il me semble qu'on avait... Et si ce n'est pas le cas, en tout état de cause, là où on a bien fléché cette vocation d'inclusivité en lien notamment avec la proximité de nombreux établissements qui accueillent des personnes, c'est le futur parc des Dagneaux, puisqu'on a les APF pas très loin, on a des foyers logements, etc. On va vérifier que sur la place José Moron, ça n'est pas le cas. Je ne suis pas convaincue qu'on n'ait pas intégré cette dimension. Ouais, moi, il me semble que ça avait... Mais dans le parc des Dagneaux, c'est certains qui seront dans cette dimension d'inclusivité. Ouais. Oui, mais enfin, je ne sais pas si on a regarder. fait cocorico là-dessus, mais... Il me semble que sur l'appel d'offres, on avait noté. On va vérifier. Il me semblait. Ok, bonne remarque. Il faut voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 15. C'est toujours C'est sur la toujours place sur la place José Moron, c'est le lot numéro 4, la réalisation d'ouvrages en pierre sèche. C'est un avenant numéro 1. Donc, ce lot numéro 4, pour un montant de 249 502,80 €, a été affecté à l'entreprise Machef, qui était soumise à la TVA. Or, il a présenté un sous-traitant qui, lui, n'est pas soumis à la TVA. Donc, on vous propose d'acter l'exonération de la TVA qui s'élève pour 6 320, qui vient en moins sur le coût des travaux au total, qui s'élève désormais à 261 483,36 €. Pour ne pas être accusé d'abus de biens sociaux, parce que j'aurais pu le faire, puisque je suis très doué sur la pierre sèche. Spécialiste de la pierre sèche. Spécialiste de la pierre sèche. Quand vous voulez visiter les chantiers que j'ai réalisés, c'est avec plaisir que je vous les ferai voir. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Marché relatif à la réhabilitation de la place José Moron. On est toujours sur la place José Moron, c'est le lot numéro 1 et le premier avenant sur l'aménagement de voiries et réseaux divers. Donc, c'était un marché pour un montant de 650 565,99 € qui avait, pour une durée de 120 jours, qui avait été attribué à l'entreprise Eurovia Dalia. Donc là, il est proposé d'augmenter ce montant de 7 132 €, ainsi que sa durée initiale de 5 jours, puisqu'il y a des travaux supplémentaires, c'est-à-dire de créer un branchement d'eau usée afin de permettre le raccordement d'un lavabo. Voilà, donc ça représente 1,10% supplémentaire sur le marché. Et donc, la durée sera de 125 jours, puisqu'il y a 5 jours supplémentaires. C'est un lavabo des commerces, du centre social. Jean-Louis? Avait été connecté sur les eaux pluviales. Donc, tant qu'à faire, comme on fait des travaux, on les raccorde sur les eaux usées. Mais c'était un lavabo existant. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 17. Donc là, on va sur l'éclairage public, c'est le deuxième avenant. Donc, l'attribution du marché, comme on avait fait au départ, de 900 000 € a été attribuée à l'entreprise Eiffage Énergie Infrastructure pour 4 ans, du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, il y a eu un avenant qui avait diminué le montant du marché de 15 760 € qui avait été approuvé. Aujourd'hui, il est proposé d'intégrer au marché de nouveaux luminaires solaires qui sont installés par voie d'avenant sur le Haut-Céré, au stade Émile Ponce et à l'avenue Virlogeux. Il n'y a pas d'incidence financière sur ce marché.
Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 18. On est toujours sur l'éclairage public, donc c'est un avenant numéro 3. Donc, comme on l'a dit, il y avait un avenant numéro 1 de 15 760 €. On vient de voter l'avenant numéro 2 sans incidence financière. Aujourd'hui, il est proposé de diminuer le montant du marché de 10 452 € par voie d'avenant, parce que la commune avait engagé une opération de rénovation d'éclairage public pour remplacer par des LED. Par conséquent, il convient d'enlever le remplacement systématique des lampes prévues au marché pour les rues rénovées en 2025. Donc, ça entraîne une diminution de 2,91% de la totalité du marché, qui le porte à 873 788 € hors taxes. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 19. Les assurances. Donc, il s'agit de la responsabilité civile et les risques annexes. C'est un avenant numéro 1 sur le lot 2 qui concerne cette responsabilité civile. Donc, après négociation difficile, parce que c'était où on accepte, où on va dehors, il est proposé de modifier le marché comme suit, c'est-à-dire d'augmenter le taux de cotisation initiale de 0,246 à 0,282%, d'introduire une franchise de 300 € pour les dommages matériels et immatériels qui auraient été causés à autrui, et enfin d'introduire une franchise spécifique de 1 000 € pour les sinistres liés aux chutes d'arbres, parce qu'il y en a eu pas mal suite aux tempêtes. Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20. C'est la réhabilitation du comptoir solidaire. Donc, on a eu un marché de travaux pour la réhabilitation du comptoir qui a été lancé en juin 2025 sous une procédure adaptée. Donc, les travaux sont répartis en 12 lots. Vous avez la liste de ces 12 lots. Et sur le lot 10, carrelage faïence CMG, l'entreprise nous a averti qu'elle se désistait au motif qu'elle était en cessation de paiement et prochainement liquidée. Donc, c'est la commission MAPA, en date du 29 septembre 2025, a donc attribué ce lot à celui qui venait derrière, c'est-à-dire l'entreprise Mazé, pour un montant quasi identique, un peu plus faible, de 91 231,94 €. On voit la difficulté des entreprises en ce moment. Sur presque tous les marchés, il y a eu des défections systématiquement d'une entreprise. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 21. Donc, c'est comme chaque année, c'est les demandes de fonds de concours à LRLV qu'on passe en conseil avant de les transmettre à RLV. Donc, comme tous les ans, dans le plan de rénovation de l'éclairage, il y aura la dépense sur 2025 pour 704 480 €, donc avec une demande de fonds concours à RLV de 100 000 €. Et sur Opéra, pour réaliser des économies d'énergie où on espère obtenir 60% de gains énergétiques sur ces travaux, on a une phase DCE de travaux de 3 480 000 € et on demande un fonds de concours à RLV de 401 725 € et un fonds vert de 64 246, enfin un bonus vert plutôt de 64 246 €. C'est pas le fonds vert, c'est le bonus. C'est dit, je l'ai dit. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 22, Pierre Chassaing. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Cette délibération porte sur l'acquisition de 2 parcelles, numéros 129 et 151, pour la proposer des jardins familiaux. Donc, ils se situent au Couria, c'est à l'arrière, pour les situer, c'est à l'arrière du théâtre de Verdure. Donc, ils sont contigus, ils représentent une surface totale de 976 mètres carrés pour un montant de 4,9 € le mètre carré. Donc là, simplement quelques éléments complémentaires à la délibération. Ils seront, dans les semaines qui viennent, mis à la disposition des familles rioumoises qui figurent sur une liste d'attente pour bénéficier de ces jardins familiaux. Et ça permettra la création d'environ, le chiffre n'est pas très précis, mais 7, 8, 9 jardins familiaux. Voilà, et vous êtes amené, bien évidemment, à autoriser l'acquisition de ces parcelles pour un montant global de 4 800 €. Des questions? Oui, allez-y. Moi, je trouve que sur cette bande de lanières, le long de cet aménagement de l'ex-route nationale, c'est intéressant effectivement d'avoir un projet à long terme par rapport soit à des jardins familiaux, soit autres. On se souvient qu'il y a
une quinzaine d'années, quelqu'un s'en était servi comme dépotoir de terre par rapport à des terrassements, et c'était parti, on lui avait demandé d'enlever, je crois qu'il n'a toujours rien enlevé du tout, de mémoire, et que d'avoir un projet d'accompagnement le long de cet aménagement qualitatif au niveau de cet aménagement cyclable et autres, me semble de pouvoir, il faudrait réfléchir sur la table sur un vrai projet, pas uniquement de simple jardin, mais peut-être aller plus loin là-dessus. Voilà. C'était des jardins auparavant, donc ils retrouvent leur vocation. Et puis peut-être un aménagement paysager qualitatif, accompagnement de ces jardins. Voilà, on peut y réfléchir, je pense. Oui, mais pour l'instant, il fallait les acquérir, donc il vaut mieux en avoir la propriété. Oui, oui. Non, mais tout on a une liste d'attente aussi, donc voilà, on souhaite développer le jardin familial, mais on vous remercie de souligner l'aspect qualitatif de l'aménagement de la promenade François Michelin. Boris ? Oui, je vous remercie, Monsieur le Premier Adjoint. Je vous remercie de nous avoir précisé que cette acquisition de parcelles permettait la création de 7, 8 ou 9 nouveaux jardins familiaux. On en passe pratiquement à chaque conseil et c'est une excellente chose. Je voudrais savoir, à ce jour, combien nous avons de jardins familiaux mis à la location, à l'occupation par des Riomois, voilà, pour avoir une petite idée du nombre et peut-être avoir une idée aussi du nombre de personnes sur liste d'attente qui attendent également, voilà, pour qu'on puisse voir l'évolution. J'ai demandé ça, on l'aura prochainement. Il n'y a pas les services peut-être? Non, mais on n'a pas assez avancé parce qu'il y en a un paquet de parcelles. Oui, non, mais sur ceux qui sont déjà à la location, j'imagine bien qu'il y aura ceux demain avec ces nouvelles parcelles acquises, mais à la louche, aujourd'hui, combien? En fait, on n'a pas... on va regarder parce qu'en fait, on en a qui ont été abandonnés, qui sont en cours de reprise par la ville, qui vont être proposés à de nouvelles familles. Donc, le nombre exact aujourd'hui de jardins qui bénéficient à des familles riomoises, on ne l'a pas précisément parce qu'il y a eu des mouvements dernièrement. Voilà, mais on sera en mesure très rapidement de vous le fournir. J'ai demandé au service. Donc on aura... Parce qu'il y a beaucoup de parcelles qui sont attribuées, qui ne sont pas utilisées. Oui. Donc il faut qu'on fasse un recensement exact. Oui. C'est quand même dommage de donner des parcelles à des gens qui ne les utilisent pas. D'autant plus qu'il y a une liste d'attente importante. Et voilà, et puis, donc on va regarder, et ça je m'engage à vous le donner assez rapidement. Et il évolue parce qu'historiquement, les surfaces attribuées étaient plus importantes. Aujourd'hui, on voit qu'une centaine de mètres carrés suffit. Donc il y a des redécoupages aussi de parcelles. Qui auparavant représentaient plus de 100 mètres carrés et qui sont difficiles à entretenir pour les familles aujourd'hui. D'accord. Merci. Qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité, merci. Question numéro 23, Madame Vogien. Donc, on revient sur le Couria et sur la place José-Moron. Donc, vous savez qu'il y a une galerie qui longe les locaux, les commerces et qui appartient à leur copropriété. Afin d'intégrer cette galerie, cette coursive au projet de rénovation de cette place et de mettre notamment un niveau pour éviter les problématiques qu'il pourrait y avoir, il était nécessaire qu'on intègre cette galerie dans la totalité des travaux. Donc les copropriétaires ont été informés, ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer la charge financière que représentent ces travaux. Et sans cette portion de travaux, c'était difficile de faire le projet qui était évoqué. Donc, compte tenu de l'intérêt public que représente cette réhabilitation de l'arc coursive, on propose de l'acquérir à l'euro symbolique, ce que les copropriétaires ont accepté. Voilà. Donc, il vous sera proposé d'autoriser l'acquisition de cette entreprise foncière. Comme vous l'a dit Evelyne, il est clair que sans la propriété, on ne pouvait pas faire les travaux. S'il fallait qu'on soit propriétaire pour pouvoir faire les travaux, on ne peut pas faire des travaux sur le domaine privé. Donc on a été obligé de racheter ces parcelles pour pouvoir faire les travaux et rendre accessibles les entreprises et les commerces qui sont sur la zone du Coya. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question de numéro 24, Pierre Desmarais. Convention entre la commune de Riom et RLV sur la superposition d'affectation du domaine public pour la parcelle A7 qui est au Dagneau. Vous savez que la RLV gère les bassins de rétention d'eau pluviale sur le territoire des communes membres. Un bassin de rétention a été réalisé dans l'emprise de la parcelle AZ7, propriété communale,
classé en domaine public et qui est le terrain d'assiette de ce qu'on appelle pour le moment le parc urbain des Dagneaux à Riom, qui est derrière la gare. La communauté d'agglomération a aménagé le bassin de rétention des eaux pluviales afin de permettre le stockage temporaire des eaux de ruissellement du quartier de Dunkerque et de ralentir leur écoulement en période de forte pluie. Il faut donc définir une convention, les modalités techniques et financières de la superposition d'affectation liées à cette parcelle. La convention est à conclure pour la durée de l'ouvrage géré par Allaglo. Et le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention entre la commune de Riom et Riom Limanes et Volcan portant superposition d'affectation du domaine public pour la parcelle AZ7. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 25. Alors vous avez d'ailleurs ensuite l'ensemble des dessins avec le parc des Dagneaux. Convention entre la commune de Riom et l'agglomération de Riom-les-Manes et Volcan pour l'autorisation du domaine, occupation de domaine public pour le service de vélo en libre service RLV Libre. Au titre des compétences liées à l'organisation de la mobilité, RLV a mis en place un service d'utilisation de vélos. Dans ce cadre, elle souhaite diversifier l'offre et ce service de vélo a besoin d'infrastructures pour pouvoir être mis en place sur l'agglomération. Le service baptisé RLV Libre est conçu pour compléter l'offre permettant des usages ponctuels et spontanés du vélo. Il est destiné aux usagers qui n'ont pas la possibilité de stationner un vélo chez eux. Ce service de vélo permettra aux utilisateurs de louer des vélos pour de courtes durées sans avoir à les réserver à l'avance. Ils recourront à un verrouillage par le biais d'un système numérique avec le téléphone. Les vélos seront disponibles dans les stations réparties dans différents points et pourront être récupérés et déposés dans n'importe quelle station du réseau. Il est prévu de déployer le service au cœur de l'agglomération avec d'abord, dans un premier temps, l'implantation d'une quinzaine de sites sur Riom, Moza, Châtel et dans les zones d'activité de Riom et de l'espace Moza. L'implantation des stations se fait en utilisant les arceaux de stationnement existants comme point d'accroche. Il est proposé de conclure une convention de mise à disposition gratuite des parcelles et des mobiliers existants et des droits et obligations pour une durée de 3 ans. Ainsi, la commune de Riom mettrait à disposition des emplacements pour une superficie d'environ 44 mètres carrés répartis place Jean-Baptiste Laurent, boulevard de la République, boulevard de Zay, rue du Commerce et sur le site du Couria, place José Moron et René Cassin et sur l'avenue de Paris. Et le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de mise à disposition des emplacements sur l'espace public avec les plans qui sont annexés. Bruno. Non, moi, c'est une remarque par rapport à ça. Je pense qu'il sera utile, par l'intermédiaire de RLV, de mettre à connaissance du conseil municipal. Et je trouve que c'est une bonne chose que RLV ait fait ça, de voir effectivement si ce service se développe. Parce que moi, j'habite rue du Commerce, j'en ai eu un juste en bas de chez moi. Je vois de temps en temps des vélos qui sont partis, etc. Mais je pense qu'il faut le donner du temps à ce dispositif pour se mettre en place. Donc c'est la première question, mais ça serait intéressant de demander à RLV un jour, en fait, faire un bilan de rotation de ces vélos, même si j'en ai vu effectivement circuler en centre-ville. Sans faire de bilan immédiat, on ne peut pas, il y a trop peu de temps que c'est lancé. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit une utilisation extrêmement soutenue des vélos qui sont posés pour le moment, à tel point que RLV pense à acheter déjà la deuxième phase. Donc c'est intéressant de nous dire ça, parce que voilà, moi c'était une question de plus posée, même si j'en ai vu prendre des vélos et j'en ai vu dans la rue. Deuxième chose, effectivement, ces installations occupent des arceaux vélos qui étaient déjà à disposition pour la ville de Riom. Je trouve que c'est une bonne chose, mais du coup, je pense qu'il manque maintenant certains arceaux vélos pour des gens qui se déplacent avec leur propre vélo. Je vois au niveau de la brasserie du Commerce, tous les arceaux sont pris. Ça veut dire quelqu'un qui voudrait venir en vélo là-dessus. Donc il faudra penser, je pense, en rajouter. Ça aurait été bien que RLV paye ses propres arceaux vélos. Ça aurait été mieux dans la cohérence des notes, puisque l'ABF donnera son avis sur cela,
comme d'habitude. Et voilà, il y a une vraie réflexion à avoir dessus, d'étendre effectivement ce stationnement vélo par rapport à ça, et même sur, alors en centre-ville c'est un peu compliqué, mais sur peut-être des emplacements couverts aussi, c'est pas plus mal aussi des fois. Juste, Monsieur Ressouche, pour préciser qu'il y a certains arceaux qui ont été ajoutés quand même. C'est-à-dire, on ne s'est pas contenté d'équiper des arceaux existants, même si c'est la ville qui a pris en charge, on a ajouté des arceaux en prévision de la mise en place de ce service. Et je préfère payer les arceaux que payer les vélos pour la ville. Ça me coûte bien moins cher. Oui, ça c'est sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro laquelle c'est 26. La 26, pardon, excusez-moi. Cession des parcelles communales 98, YM 98, 115, 123, 125 à RLV. La commune de Riom, propriétaire de plusieurs parcelles agricoles situées au lieu-dit Maupertuis, cadastré YM 98, 115, 123, 125, pour une surface de 91 402 m², actuellement louée à des exploitants agricoles. Dans le cadre du projet d'extension de P2ER porté par l'agglomération et impactant une surface agricole importante, des échanges fonciers sont nécessaires. Au regard de ce besoin, et afin de faciliter la mise en place de l'extension du P2ER et du transfert de la compétence de développement économique à la communauté d'agglo, incluant les installations agricoles, il est proposé de céder à RLV les parcelles 98, 115, 123 et 125 au prix de 1 euro le mètre carré, soit 91 402 €, conformément à l'estimation du service des domaines. Les frais de notaire et les mesures d'échange foncier sont à la charge de l'acquéreur. Et le conseil municipal est invité à autoriser la cession de ces parcelles et à autoriser le maître Tissandier pour l'acte de vente. Question? Bruno? Moi, j'ai une remarque. Je ne suis pas contre la vente de ces parcelles à RLV pour en faire peut-être une extension du PER. Par contre, il y a une vraie contradiction par rapport au bilan foncier des zones d'activité économique inscrites au SCOT en 1er janvier 2025, dont notre premier adjoint, qui est vice-président aussi du Grand Clermont, a fait l'exposé lors de la dernier comité syndical. Quand je regarde, effectivement, il y avait un zoning des zones au niveau de tout le Grand Clermont en disant où on en est actuellement, en zone commerciale, îlot ACD, dont aménagé, voirie commune, etc. Il apparaît que le P2R doit s'étendre de l'autre côté. D'ailleurs, je crois qu'on a délibéré pour agrandir le SBA. Et je me pose la question, pourquoi on achète une parcelle qui n'est, sachant que, bon, vous voyez, vous avez l'image ici, toute cette zone n'est pas réaménagée, n'est pas affectée. Pourquoi on achète une parcelle alors qu'on n'a pas fini de remplir cette zone-là? Je vais te répondre. Voilà. Je vais te répondre. C'est juste parce que c'est pour faire des échanges, justement, avec les gens qui sont sur les parcelles, celles que tu as signalées tout à l'heure, qu'il faudra qu'on échange avec ces parcelles que RLV vient de nous racheter pour pouvoir les échanger avec les exploitants, enfin les gens qui exploitent les terrains. C'est tout. Oui, non, mais... Merci pour cette compréhension, parce que effectivement, je n'avais pas compris. Mais c'est logique qu'il y ait une question qui soit posée là-dessus, puisqu'on pourrait dire, commençons à aménager cette zone, après on verra. Mais là, il va falloir qu'on échange avec des agriculteurs, exploitants, un certain nombre de ces parcelles pour pouvoir libérer de l'autre côté les parcelles qu'on a mis en avant. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Pierre Desmarais, rétrocession d'un ensemble de parcelles à la commune par l'EPF Auvergne. L'EPF a acquis pour le compte de la commune de Riom des parcelles cadastrées BW 101, 103, 117, 372, 373, 578. C'est des terrains qui sont nus dans l'OAP du Pré-Monsieur, et BM 211, Jardin du Maréchal. Le prix de cession hors TVA s'élève à 135 591,94 € sur ce montant. S'ajoutent des frais de portage, 90,39 €, dont le calcul a été arrêté au 31 décembre 2025. La TVA sur marge est égale à 398,43 €, dont 18,08 € sur frais de portage, soit un prix de cession, toutes taxes comprises, de 136 080,76 €. Dans la mesure où la commune aura réglé en total 135 100,03 € au titre des participations, il reste dû un montant de 980,73 €. Et il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de proposer
à l'acquisition de ces biens afin d'être en capacité de disposer du foncier et d'y poursuivre les objectifs d'aménagement initiaux, et donc de payer les 980,73 € pour acquérir ces parcelles auprès de l'EPF. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 28, stationnement 15 rue de la Harpe, des parcelles. Pierre? Oui. La commune de Riom est propriétaire de places de stationnement situées dans une copropriété au 15 rue de la Harpe, dans l'immeuble immobilier cadastré CE 522. Ces places de stationnement sont gérées par la commune dans l'intérêt de la redynamisation du centre-ville, principalement données en location pour les habitants du centre ancien, et parfois pour permettre la réalisation d'opérations de réhabilitation d'envergure et de qualité de logements anciens au cœur de ville. Pour mémoire, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV, prescrit la création de 0,5 places par logement, de stationnement par logement, à partir de 2 logements. Dans le cadre de la cession en cours des propriétés de l'îlot communal de l'îlot-grenier à Auvergne Habitat, et au regard de la qualité de la réhabilitation et du nombre de logements qui sera proposé en plein cœur de la ville, il est proposé de céder 2 places du parc privé de la commune, situées donc dans cette copropriété au 15 rue de la Harpe, afin de compléter l'offre de stationnement nécessaire au programme de réhabilitation, dans les conditions que demande le Code de l'urbanisme. La cession de ces stationnements est conditionnée à la réhabilitation des logements pour lesquels ils sont prévus. Et une clause résolutoire établira qu'en cas de non-réalisation des travaux sur les logements concernés, les places de stationnement affectées seraient restituées à la commune pour le même prix que la cession. Il s'agit des places 76 et 70 au 3e sous-sol. Il est convenu avec l'acquéreur que la commune conservera l'usufruit des places de stationnement après la vente jusqu'à la livraison des logements correspondants. Et la cession est réalisée au prix de 10 000 € la place, conformément à l'estimation des domaines. À noter également que les modalités de cession prévoient que le second opérateur en charge de la réhabilitation de l'îlot-grenier, la société Nouvelle Air, se verra céder 5 places de stationnement de ce parking. En raison du planning plus tardif de l'opération de l'îlot-grenier, de cette partie de l'opération îlot-grenier, les 5 places seront identifiées et cédées ultérieurement. Et donc, le conseil municipal est invité à autoriser la vente de ces 2 places de stationnement à Auvergne Habitat. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Je crois que c'est une belle opération, puisque sinon, on ne peut pas réhabiliter. C'est une belle opération et je réitère, j'en profite, je voulais le faire à la fin, de réitérer ce qu'on avait dit lors de la conférence des présidents de groupe. Je pense qu'il est quand même intéressant de nous, pour porter aussi ces projets, s'ils sont bien, de connaître ces projets. Donc j'ai fait une liste effectivement de projets qui devraient être peut-être présentés en commission 2, mais je pense qu'elle intéresse tous les élus autour de la table. On pourrait avoir une présentation globale de ces projets-là. C'est une liste non exhaustive, mais par exemple le projet à Auvergne Habitat sur Guédier, on aimerait voir la gueule que c'est, le permis a sûrement été déposé, on peut le regarder, voilà. Aussi, tout votre projet de parking sur les jardins de la culture, on n'a jamais vu aussi qu'est-ce qu'il en était. Il y a sûrement des projets en cours. Le projet d'écoquartier de Bouygues aussi, dont on va délibérer pour les parcelles tout à l'heure, on aimerait aussi pouvoir le connaître, parce que c'est sûrement aussi des beaux projets. Comme où on en est aussi de l'îlot-grenier, en termes de dépôt, voilà, de permis et d'architecture, et aussi, alors là c'est un peu plus compliqué, sur les friches carcérales, où ça en est aussi en termes de projet. Hein, je suis pas sur, je suis uniquement sur le projet urbain et architectural. Voilà. Je vous ai reçu et on en a échangé là-dessus. Je vous ai dit que je vous tiendrai au courant. Dès qu'on a les éléments, je vous les communiquerai. Pour les friches carcérales, on a des réunions qui s'enchaînent les unes derrière les autres, tous les jours en ce moment. Donc je pense que d'ici une quinzaine de jours, on y verra beaucoup plus clair sur les friches carcérales. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. La question numéro 29, servitude de profit d'Enedis pour le crématorium. Afin d'améliorer la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution
public et notamment le raccordement du crématorium de Riom, Enedis doit procéder à la réalisation de canalisations souterraines pour installer une ligne basse tension. Cet ouvrage nécessite l'établissement d'une servitude au profit d'Enedis sur une bande de 3 mètres de large sur environ 10 mètres de longueur sur les parcelles YO 152 et 540 et la pose d'une armoire électrique sur la parcelle YO 540. La servitude sera établie par convention annexée à la présente délibération et donnera lieu à une indemnisation forfaitaire de la commune à hauteur de 20 €. Le conseil municipal est invité à approuver la convention de servitude. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 30. T'en auras une autre, Pierre, mais c'est la 32 qui a été mise sur la table Oui, tout à l'heure. Donc, Je te repasserai la parole à ce moment-là. Non, merci. La route d'Orion à Ménétron, Oui. dénomination, ça, c'est une décision très importante qui a été prise. Ouais, c'est la mise à jour de la base d'adresse pour 3 sites, Kiabi, Général d'Optique et Bricomarché. Et après avoir longuement réfléchi, on vous propose de baptiser cette route d'Orion à Ménétrol. Mais on a l'accord de Ménétrol. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver le nom de la voie nouvellement nommée. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Je fais la dernière? Eh bien, la 31, non, il y a une 31 avant. La 31. Attends, Pierre, je te grille la politesse, après je te rends la parole. Excuse-moi. Simplement une délibération 31 donc pour l'attribution des subventions aux éco-manifestations, enfin plus exactement aux manifestations intégrant la dimension éco. Donc c'est un dispositif qui est en place depuis 2015. C'est l'accompagnement de la ville dans l'intégration de la dimension d'éco-responsabilité dans les manifestations des associations, des événements portés par les associations riyomoises, pardonnez-moi. Donc vous avez la liste des critères qui sont retenus pour attribuer ces subventions pour les différents événements, donc que ce soit de la communication, de l'utilisation des différents supports, de la gestion des déchets, la maîtrise de l'énergie, etc., etc. Cette année, il y a 15 dossiers qui ont été déposés, il y en a 7 qui ont été retenus, parmi lesquels le Rugby Club Riyomois pour le challenge de la ville d'Orion et le para-rugby adapté pour 500 €, le Piano Orion pour 750 €, le club d'athlétisme avec l'organisation de la course La Mirabelle pour 750 €, le Football Club de Rion pour le tournoi de fin de saison pour 500 €, la Vache Carrée pour Carré Mongeux pour 500 €, Rion Urban Ride pour le Rats Attack à 750 € et les Archers pour le championnat de France élite et jeune pour 500 €, soit un total de 4 250 € à destination des associations riyomoises qui travaillent en lien avec la ville et qui ont une réelle volonté d'engagement pour mener des actions éco-responsables dans le cadre de leurs manifestations. Une question? Oui, moi j'ai une question. Pour bien comprendre, donc il y a 7 associations qui ont été retenues sur 15 qui ont déposé un dossier. Mais il est dit dans la délibération, les associations les plus ambitieuses en la matière peuvent être accompagnées et sont alors labellisées. Et donc il y a des critères, c'est très bien qu'il y ait des critères, mais je veux savoir, est-ce qu'on a, remercié ou plutôt valorisé les 7 les plus vertueux sur les 15 ? Mon souci étant qu'il ne faudrait pas que les 8 suivants qui font des efforts, et quand même je trouve qu'on a des associations qui s'y mettent toutes, chacune à leur rythme, mais qui font vraiment des efforts dans ce domaine-là. Et je ne voudrais pas que certains se disent « Bon, ben, on n'est pas retenu, bon, ben, on ne va pas forcément reproduire les efforts l'an prochain pour l'édition suivante de leur manifestation. » Donc voilà, comment on fait passer un message pour pousser à persévérer, voire à s'améliorer. Et voilà, avoir une précision, c'est est-ce que les 7, c'est celles qui répondent à l'ensemble des critères et les 8 autres qui n'ont pas été retenus ne répondent pas à l'ensemble des critères, ou bien c'est une sorte de classement des plus vertueuses au moins, sachant que déjà ces 15-là ont déposé un dossier, donc ils ont fait des choses. Oui. Alors parmi les 15 qui ont déposé un dossier, il y en a qui sont plus volontaires que d'autres et qui manifestent une volonté de s'intéresser davantage que les autres à l'engagement éco. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois dans les 7 qui ont été retenus la diversité des critères qui ont été remplis, et il y a la sollicitation aussi de l'accompagnement de la ville pour pouvoir remplir l'ensemble de ces critères. Il y a des associations qui ont simplement déposé le dossier sur le site de la ville et qui n'ont pas fait de démarche plus que ça.
Et en fait, ils ont agi comme une simple demande de subvention. Donc la démarche que la ville fait, c'est d'avoir un véritable accompagnement de la ville pour pouvoir pleinement valoriser cette dimension d'éco-responsabilité. Est-ce que sur la notification, entre guillemets, de refus, ça l'aurait bien stipulé pour que l'année prochaine, ils puissent s'engager dans cette démarche? Alors, même plus que dans la notification, c'est dans le contact. En fait, il y a un contact qui est établi avec les associations qui sollicitent cette subvention-là. Donc, dans le contact qui est établi par les services de la ville, il y a effectivement l'encouragement à un travail en commun pour valoriser cela. Qui est contre? Je ne prends pas part au vote. Je peux comprendre, oui, merci. Voilà, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 32, donc, qui vous a été mise 31 32, qui vous a été posée sur la table, là. Pierre, l'ajustement des conditions. Ajustement des conditions de cession en vue de la construction de l'écoquartier dont parlait Bruno Ressouche tout à l'heure. Parcelles AZ 41, 42, 43, 44, 45, 46 et AV 469, 298 et 278. Dans le cadre des échanges entre la commune de Riom et la société Bouygues Immobilier au sujet de l'écoquartier, il y a lieu de prendre en compte les modifications de programme du promoteur et de prévoir un nouveau séquençage de la cession des terrains de l'assiette foncière de la phase 2. Les ajustements des conditions de la cession seront soumis à la prochaine séance du conseil municipal du 8 décembre. Et dans l'intervalle, la date limite pour la réitération de la vente étant fixée au 24 novembre 2025 et arrivant à échéance, la promesse de vente doit faire l'objet d'un avenant de prolongation. Les autres conditions prévues initialement demeurent inchangées. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, j'ai une remarque sur l'écriture même de la libération, parce qu'avec Véronique, on était voir les parcelles sur le cadastre.gouv. Donc sur les sections AV, on retrouve bien la 469, la 288 et la 278, oui. Mais pour la section AZ, j'ai fait toute la section AZ et je ne retrouve pas 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Ça serait plutôt du 67, du 70, du 74, du 71, 68 et 75. Donc cette libération est écrite de travers. Non, tout est assez vieux. Il doit y avoir une erreur de typing. Parce que sur le cadastre, on ne les voit pas. Je ne suis pas capable de vous répondre dessus. Je ne sais pas quand vous avez regardez toutes ces parcelles là, c'est du 70, du 74. Les anciennes appellations. Je suis incapable. C'est l'appel. Donc je ne pense pas que le cadastre ait changé. Non, il n'a pas changé. Voilà, non. On va laisser répondre. La section AZ, c'est toute la partie qui correspond à la phase 1 du projet de l'écoquartier. C'est tout ce que vous avez au nord du hangar qui est rue de Lambène. Là, je l'ai devant, je pourrais vous montrer, puis Ressouche. AZ 41, 42. En tout état de cause, toute la liste des numéros de parcelles qu'on a repris ici sont les mêmes que celles dans la délibération initiale, puisqu'on prend cette délibération sur le conseil de notre notaire pour pouvoir prolonger le délai de réitération de l'acte. Donc c'est juste la date qui change. Le descriptif des parcelles est le même que dans la délibération initiale. Mais pourquoi les parcelles sont nommées différemment sur le cadastre? On ne les voit pas sur le cadastre. Je les ai, moi, c'est bien les mêmes. Hein. 41, 42, 43, moi, 44, 45. C'est celles qui sont sur la partie 1, c'est-à-dire la partie qui jouxte les Dagneaux, le parc des Dagneaux, sur la partie horizontale, les autres sur la partie verticale. Oui, mais sur les AV, il n'y a pas de souci. Les AZ, je n'ai pas trouvé. Il y a un problème sur le cadastre, apparemment. Si, elles y sont. Si, elles y sont. Mais est-ce qu'elles n'ont pas été modifiées? Non. Ça n'a pas bougé parce depuis. Que sur le cadastre, elles n'y sont pas. Moi, on l'a vérifié à deux. On l'a regardé encore ce matin. Oui. Eh ben, elle n'est pas sur on va le regarder ensemble ce soir et puis on vous donnera la réponse demain matin. C'est bizarre, non, mais on va pas. C'était juste une remarque. Non, mais on va le regarder. Non, mais elles y sont. Et c'est ce qui correspond à la phase 1. Apparemment, oui, mais sur le cadastre.gouv, c'est pas ça. Ouais, il vient de me donner vous avez un cadastre trafiqué. On vote quand même ou
pas? Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut un éclaircissement, parce que ça, c'est Cada Oui, Point oui, non, Rouge. mais on va C'est regarder. le site officiel. Parce qu'il se passe. On va regarder. Oui, bien sûr. Alors oui, j'ai une petite vérification directe, pardon. Effectivement, sur le site du cadastre, je pense qu'ils ont dû renuméroter les parcelles suite aux découpages fonciers qui ont été faits, notamment sur le parc des Daigneaux, etc. Alors, on a 2 bases de données qui ne sont pas raccords, d'ailleurs, parce que sur Géoportail, j'ai toujours les vieux numéros et sur le cadastre, j'ai les nouveaux. En tout état de cause, je pense qu'il faut qu'on reste bien sur les identifications de numéros de parcelles qui font référence à la première délibération Sinon ça marche plus. et non pas la nouvelle numérotation. Donc, c'est normal que vous ne trouviez plus sur le cadastre la 41 parce que c'est la 70 maintenant. C'est la 70 Oui. Là, elle a été toute regroupée. Donc, je vous le dis, ça correspond, si vous avez les nouveaux numéros, ça correspond à la 67, la 70. Mais il faudrait juste compléter la délibération en disant ex-parcelle 70 avec parcelle 41, un truc comme ça, quelque chose. Que ce soit... Mais il faudra qu'on garde l'ancienne numérotation Oui, quand même pour la il correspondance. faudra rajouter la nouvelle et les correspondances. On mettra à jour là. C'est 70, 74, 75. Et effectivement, précédemment 40. Et il y a nouvelle numérotation. Sur l'ensemble des documents qu'on a fait entre Bouygues et nous, de toute façon, ce sont ces numéros-là de parcelles. Les anciens numéros, tout à fait. Et l'acte notarié prendra les anciens aussi. Mais on peut faire référence, on peut mettre les jours. On peut compléter. C'est la première fois que le cadastre est aussi rapide que ça pour faire des transformations. Ah, c'est bien. Pour ce que vous parliez de l'écoquartier, on a eu la semaine dernière une réunion avec Bouygues qui nous a dit que la pré-commercialisation était extrêmement bonne et sympathique. Ils ont beaucoup de touches pour des bâtiments qui ne sont pas encore commencés. Oui, oui. Ce qui est bien. Hein. Donc il n'y a plus qu'à voter, monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour la remarque, mais on va regarder tout ça. OK. Bon, moi, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie de voir l'ambiance qui se passe, les échanges fructueux qu'il y a eu. Merci à tous. Et on vous invite à prendre le verre de l'amitié. Vu qu'on est dans les temps, il n'y a pas de problème. Merci.